Bonsoir à tous. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans cette salle virtuelle Zoom. Cette salle qui vous accueille cet après-midi est une salle ouverte par Bass Consulting, ce cabinet dans lequel j'arbore très bien le manteau de Project Manager. Je suis Ali Tondirinvi et vais me vêtir du manteau de modérateur de la présente séance en ligne. Votre cabinet de conseil, de formation, de suivi et d'accompagnement Bass Consulting, un partenaire privilégié à vous dans sa démarche mensuelle de vous offrir des webinaires, se trouve ainsi le plaisir et pourquoi pas un devoir de vous emmener dans les méandres des marchés publics. Le spécialiste en passation des marchés publics est-il véritablement indépendant, ou du moins son indépendance est-elle un mythe ou une réalité? C'est la thématique de ce soir. Pour nous aider à étayer cette thématique, à éplucher cette thématique, nous avons le profil d'un monsieur consultant spécialiste en passation des marchés publics. Son nom, monsieur Dorel Lucrèce Loemba. Il est déjà en salle, nous lui souhaitons déjà la bienvenue. Le webinaire de cet après-midi va se dérouler en deux parties essentiellement. La toute première partie, qui va durer plus ou moins une trentaine de minutes, une demi-heure, qui sera consacrée à nous conduire vers la compréhension véritable de la thématique par le consultant. Sans transition, nous allons ouvrir les micros pour permettre à tous les participants de poser des questions tantôt écrites, tantôt directement à travers, euh, à travers leur micro ouvert, des questions qui leur permettront véritablement d'en savoir plus, de comprendre mieux le développement qu'aura fait le consultant. Ce sera donc la deuxième partie qui va nous permettre de mettre un point à ce webinaire que nous voulons d'une durée d'environ 60 minutes. Chers tous, je me permets ainsi, tout en vous souhaitant bon mois de l'amour et agréable journée, surtout de célébration du mois de l'amour. C'est donc avec cet amour que nous accueillons, que nous installons et nous permettons aux consultants de prendre la parole, de présenter la thématique pour une trentaine de minutes. C'est parti. Merci de recevoir le consultant, M. Dorel Louemba. Merci, bonsoir chers tous, mesdames et messieurs. Merci encore, Monsieur Ali, pour cette introduction. Je suis très honoré de prendre la parole cet après-midi dans le cadre de ce webinaire organisé par le cabinet Bass Consulting. Et donc la thématique qui fera couler et qui fait couler déjà de l'encre et de la salive sur l'indépendance des SPM, donc des spécialistes de passation de marché, tant soit-il dans les cellules de passation de marché des ministères ou encore du moins dans les projets de développement que financent les bailleurs internationaux. Mais j'aimerais bien commencer par remercier tout un chacun, toutes les personnes et tous les participants à ce webinaire d'être présents cet après-midi-là, en ce 14 février où le monde entier parle d'amour, mais avec passion, avec amour, ils sont là présents pour partager avec nous sur une thématique très, très capitale. Donc, où on va parler aussi de loyauté, de fidélité,
dans la vie professionnelle des spécialistes en passation de marché. Sans plus tarder, je vais partager mon écran. Excusez-moi. Et est-ce que vous avez mon écran partagé, s'il vous plaît? Oui, nous l'avons, votre écran. Un double clic nous permettra d'avoir la présentation proprement dite. Et au lieu de... Voilà, c'est parfait. Merci. Alors, le webinaire de ce soir porte principalement sur l'indépendance USPM, où nous voulons aborder la question fondamentale. Est-ce que le SPM est-il vraiment indépendant? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Et je tiens à remercier le cabinet Bass Consulting, donc représenté par Monsieur Akibou, qui est absent à ce webinaire ce soir et à qui je transmets mes chaleureuses salutations. Et donc, merci aussi au modérateur, Monsieur Ali, qui est là. Et une fois de plus encore, merci à tous les participants. Alors, nous allons commencer cette session par une question que j'inviterai tous les participants à garder leur réponse au froid afin que nous puissions, à la fin de la session, récolter les avis de tout un chacun et discuter donc, dans le cadre des 30 minutes d'échange qui nous sont réservés à la fin. Donc, la question et l'avis que nous vous demandons, c'est juste en tant que SPM, donc en tant que spécialiste en passation de marché, seriez-vous donc prêt à formaliser un jour, principalement par écrit, votre refus de déroger à une procédure en sachant que cela peut vous exposer professionnellement? Donc, c'est une question qui, du moins, se veut d'être une question fermée, réponse oui, réponse non, et dont on pourra aussi recueillir les avis de tout un chacun à la fin. Je répète la question pour que tout un chacun puisse être à la ligne, enfin, du moins, puisse être dans le contexte de la question. Est-ce que, en tant que spécialiste ou dans la peau d'un spécialiste de passation de marché, vous seriez prêt à formaliser de façon écrite votre refus de déroger à une procédure de passation de marché en sachant que cela peut vous exposer professionnellement? C'est là la question que nous avons mis et que nous allons recueillir vos avis juste après. Merci. Alors, indépendance du spécialiste en passation de marché, de quoi parle-t-on réellement lorsqu'on parle d'indépendance d'un spécialiste en passation de marché? Je vais aborder ce thème au travers de trois points, principalement. Nous avons ce que dit la théorie sur l'indépendance ou la fonction des spécialistes en passation de marché, ce que montre la pratique, ce que devrait être la posture professionnelle d'un spécialiste en passation de marché. Mais avant tout, je vais donc me présenter. Je suis Dorel Lucrèce Luemba. Je suis jeune Congolais. Je suis spécialiste en passation de marché dans des projets de développement financés par la Banque mondiale dans mon pays. Et ce soir, bien que Monsieur Ali disait que je suis consultant, mais ce soir, je suis dans la peau ou dans la veste de quelqu'un qui est à la recherche de la connaissance et qui aime bien partager, qui aime partager la connaissance et qui est dans l'optique de l'amélioration continue avec les experts dans le domaine qui sont là, que ce soit en gestion de projet, tout comme en passation de marché. Et je suis passionné dans le domaine. Je suis aussi cofondateur d'une communauté dénommée Fridays for Procurement, qui est essentiellement orientée dans la passation de marché et la gestion des projets de développement. Alors, de ce qui concerne le premier point de mon exposé,
ce soir sur le cadre théorique, ce que prévoit la théorie sur l'indépendance ou de la fonctionnalité d'un spécialiste en passation de marché. Nous avons en premier point le cadre normatif. Donc, il faut dire que nous soyons dans des projets de développement financés par des bailleurs, tout comme dans les ministères de nos différents gouvernements et pays où nous pouvons retrouver des cellules de gestion de passation de marché. Tous les spécialistes en passation de marché où la fonction ou le métier est encadré par les principes de passation de marché, est aussi encadré par le Code des marchés publics et ses textes d'application selon les différents pays. Et puis, si nous sommes dans des procédures des bailleurs de fonds, nous avons un cadre normatif qui est, par exemple, pour le cas de la Banque mondiale, basé sur son règlement de passation de marché, qui est complété par des documents de passation de marché, ainsi que toutes les procédures qui sont retenues dans le manuel d'exécution, soit des projets ou le manuel d'exécution institutionnel. Donc voilà un peu au niveau théorique le cadre normatif qui encadre la fonction des spécialistes en passation de marché. Donc sans ces principes, le métier en soi sera un peu trop vague et puis ne serait pas euh, régularisé ou régulé par un dispositif qui permette d'assurer le contrôle, qui permette d'assurer euh, la bonne exécution des marchés publics. Les marchés publics qui d'ailleurs représentent un pourcentage très élevé, très fort en ce qui concerne les PIB de nos différents pays, surtout les pays en voie de développement. La part des marchés publics est estimée à plus de 23% selon l'OCDE dans les économies de nos pays en voie de développement. Et nous comprenons par là, en raison de cette représentation très forte, que la fonction ou le métier de SPM, de spécialiste en passation de marché, est donc très, très importante et qu'il faudrait donc poser un cadre normatif qui soit assez solide pour éviter des dépenses irrégulières dans le cas des finances publiques. Toujours dans le cadre théorique de la fonction de SPM et donc de cette indépendance, nous avons l'indépendance fonctionnelle. Il faut dire que l'indépendance dont nous parlons ici, c'est pas une indépendance comme comme qui dirais-je, dans le cadre de, par exemple, des nations où nous avons des colonisateurs et puis nos pays africains qui ont connu par la suite une période d'indépendance vis-à-vis des colonisateurs. L'indépendance ou la dépendance ici dont nous faisons allusion est beaucoup plus technique, donc liée à l'exercice même de la fonction ou du métier de spécialiste de passation de marché. Et d'un point de vue fonctionnel, de façon théorique, le spécialiste en passation de marché, il est indépendant parce que lui, il est chargé de la préparation des dossiers de passation de marché et pour préparer ces dossiers, euh, il n'est pas dépendant, je ne sais pas, d'un autre corps métier qui fera que, d'un point de vue fonctionnel, qu'il ne soit pas emmené à préparer ses dossiers de passation de marché de la façon la plus optimale qui soit. Et puis, le spécialiste en passation de marché, de façon fonctionnelle, veille à la conformité de toutes les procédures en les sécurisant de façon juridique, puisque nous avions vu le cadre normatif, toutes les règles qui sont bien évidemment, qui encadrent, j'allais dire, la fonction de passation, la fonction de SPM. Donc, le spécialiste en passation de marché, lui, tient à ce que les procédures soient menées ou exécutées de façon conforme, telles qu'elles ont été élaborées, adoptées, validées et prévues pour la mise en œuvre. Donc, de façon fonctionnelle, il n'attend pas, il n'a pas besoin que, par exemple, je vais prendre un exemple fonctionnel et opérationnel. Au niveau, par exemple, de la comptabilité, il y a des procédures qui sont là, mais ces procédures
n'empiètre pas sur la façon dont le spécialiste en passation de marché devrait lui ou elle conduire sa passation de marché. Donc, cela fait que, de façon fonctionnelle, le SPM soit indépendant dans l'exercice de sa fonction. Mais cela ne suffit pas, puisqu'on est dans l'opérationnel et qu'il y a des réalités du terrain. C'est le deuxième point que je tiens à aborder dans cet exposé, la réalité du terrain, où nous devrions peut-être dire les réalités du terrain. Nous allons commencer par le premier point, qui sont les pressions réelles. Les différentes pressions que les spécialistes en passation de marché rencontrent ou font face dans l'exercice et dans le cadre de leurs fonctions. Et puisque le spécialiste en passation de marché, peu importe la structure institutionnelle dans laquelle il se trouverait, ne travaillerait pas seul, euh, toujours en équipe et selon les termes contractuels qui sont régis dans le cadre de sa fonction, il a bel et bien une hiérarchie. Si on est dans des unités de gestion de projet, nous avons la coordination du projet et puis nous avons les différents corps métiers ou les différentes cellules, à l'instar de la cellule de gestion financière, la cellule de passation de marché, etc. Pareil dans les ministères où nous avons une tutelle, donc un ministre, et puis le directeur de cabinet. Nous avons euh, la cellule de passation de marché CGMP en soi, la personne responsable de marché public, ainsi de suite. C'est vraiment un organigramme qui est là. Et donc, le spécialiste en passation de marché euh, n'est pas toutefois indépendant au regard de cette structuration hiérarchique. Donc, les pressions réelles de terrain qui naissent à ce moment dans l'exercice de sa fonction, nous avons les pressions où vous avez soit la coordination ou votre chef hiérarchique direct qui vous demande d'aller vite, surtout que si le marché est stratégique ou vous avez perdu le temps dans la planification ou bien vous aviez, j'allais dire, fait une mauvaise planification, il y a des urgences qui alors naissent de la mauvaise planification. À ce moment, vous avez une pression hiérarchique, genre on doit décaisser les fonds parce que on a par exemple déjà amorcé le troisième trimestre de l'année, mais on n'a pas encore décaissé. Il faudrait qu'on avance, il faudrait si, et vous avez donc une pression énorme sur vous. Et comme qui dirais-je, même le chef qui vous fait la pression a lui aussi une pression hiérarchique quelque part. Donc, si vous avez un coordonnateur qui vous fait la pression, certainement, lui aussi, il a une pression quelque part, mais cette pression peut être aussi due à ce qui est à ce qui va plutôt de l'atteinte des résultats ou des bénéficiaires qui attendent que le marché public aboutisse et que nous puissions avoir des résultats. Et puis après, nous avons la pression politique ou les pressions politiques. Nous sommes dans des pays africains et nous parlons dans un contexte où les spécialistes en passation de marché en contexte africain sont beaucoup plus exposés à des pressions politiques qui sont aussi de mise pour les coordonnateurs, les chefs directs hiérarchiques des spécialistes en passation de marché. Et sur ce point, je peux prendre un exemple. Imaginons, nous, dans un contexte, par exemple, que dis-je, dans un contexte électoral. euh, et puis après, vous avez des acquisitions à faire ou encore du haut sommet de l'État, le chef de l'État ou encore le Premier ministre exige que vous puissiez avoir tel ou tel autre matériel ou telle autre acquisition à une échéance T qui, normalement, si on prend l'exécution de la procédure de passation de marché, ne cadrerait pas. Donc, parce que les politiques, eux, ce qui les concerne ou là où ils sont beaucoup plus enfin, ce qui est plus important pour la partie politique, c'est les résultats. Ce sont des résultats dont ils ont besoin pour orienter ou pour mieux défendre leur mandat, pour mieux défendre
ce qu'ils ont promis au peuple et tout. Donc, du coup, il arrive parfois que, en raison de X ou Y raison, que vous puissiez, vous, spécialistes en passation de marché, faire face à des pressions politiques qui vous tentent très souvent à déroger aux procédures de passation de marché. Et puis après, nous avons des pressions relationnelles. Sur ce point des pressions relationnelles, c'est très simple. Vous êtes spécialiste en passation de marché, vous connaissez 2, 3, 4, 5 personnes et 6, votre frère, votre neveu, votre ancien collègue à l'école, ainsi de suite, qui a maintenant une entreprise, par exemple, et qui, vous connaissant SPM, a soumissionné un marché chez vous, et toutefois pourrait vous appeler après les heures de travail, ou bien qui est à la recherche des marchés. Et comme vous, spécialiste en passation de marché, selon le cadre normatif, vous êtes le garant de la sécurité juridique ou des procédures. Vous avez toutefois cette pression-là relationnelle. Des gens qui viendront vous dire, mais moi, je veux bien gagner ce marché, j'ai ceci, mais vous avez en fait votre conscience ou à ce moment-là est en train de jouer. Est-ce que euh, je déroge à la règle pour aider mon frère, pour aider ma sœur? Est-ce que, voilà un peu. Mais les pressions relationnelles ne se limitent pas qu'au fait où on puisse avoir des personnes qui souhaiteraient bien gagner des marchés publics. Les pressions relationnelles, on peut aussi aborder le contexte où, en tant que spécialiste en passant de marché, et vu la charge de travail, surtout pour ceux qui évoluent dans des unités de gestion de projet de développement, où le temps ou le timing d'exécution du projet est très court, 5 ans maximum, et que vous avez des pressions énormes dans la réalisation et l'atteinte des objectifs de développement du projet, il arrive parfois que vous oubliez que vous avez une vie, vous aviez une famille, que vous aviez des enfants. Vous sortez 6, 7 heures, vous rentrez tard la nuit parce que vous aviez des gros contrats, des gros marchés, des évaluations à faire et autres. Donc, vous pourriez même arriver, puisque on est le 14 février, même que vous rentrez un soir à la maison et que votre femme, si vous êtes marié, bien évidemment, puisse vous taquiner d'être passé quelque part. Et là, vous avez une pression dans vos relations et pour cela, c'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que vous allez devoir euh, déroger à certaines règles ou bien est-ce que vous allez devoir abandonner le travail, par exemple, que vous étiez censé finir à 19 heures? Bon, il y a la pression politique, les pressions que nous avions vues plus haut, qui vous impose de rester là jusqu'à 20 heures, mais puisque vous aviez des relations à préserver, relations familiales, relations, etc. Et à ce moment, comment, en tant que spécialiste de passation de marché, vous réagissez? Vous voyez, ça vous fait de la pression et parfois ce genre de pression peut même conduire les spécialistes en passation de marché, enfin, les exécutants à de formes de stress, de dépression, ainsi de suite. Et puis après, nous avons les pressions des délais des bailleurs. Là, nous sommes dans un contexte où vous êtes spécialiste en passation de marché dans des projets que finance un bailleur de fonds. Et là encore, c'est pire. C'est vraiment bizarre parce que vous avez un bailleur qui, en amont, a édicté les règles, les procédures, par exemple pour un appel d'offres, mais qui parfois oublie, surtout si on est dans des marchés à revue a priori, qui parfois oublie que un marché d'appel d'offres à revue a priori, selon la, la célérité dans les réponses aussi des avis à non-objection peut aller jusqu'à 3, 4, 5, 6 mois. Parfois, le bailleur oublie ça, surtout pour les chargés de projet. Et donc, quand vous auriez, une fois que vous aviez fait votre planification, donc votre PPM, plan de passation de marché, vous aurez toutefois de la pression de la part du bailleur parce que le bailleur, lui, il a son intérêt. Lui, il veut, principalement pour les chargés de projet au niveau des bailleurs, euh, procéder à des décaissements au niveau de l'équipe des opérations de ces bailleurs, puisque eux, ils travaillent sur une année fiscale et ils doivent avoir des résultats, ils doivent prouver qu'ils sont performants, que les crédits dont ils ont octroyé les pays pour contribuer au développement sont bien alloués, bien utilisés. Donc, vous, en tant que spécialiste en passation de marché,
vous auriez forcément ces pressions en termes de délai. Imaginez-vous maintenant que vous travaillez seul. Surtout ça, c'est le pire. Si vous n'avez pas d'assistant, surtout dans le contexte des projets où parfois les équipes sont restreintes, vous n'avez pas d'assistant, vous vous retrouvez seul en train de travailler. Je connais quelque part dans un projet dans mon pays où un SPM s'est retrouvé avec plus de 1000 marchés sur toute la durée de son projet. Donc imaginez-vous, il n'avait pas d'assistant au départ. Imaginez-vous un peu la pression qu'il avait dans l'exécution de ses tâches et puis les potentielles erreurs qu'il a dû commettre lors de la passation de ces marchés. Et puis après, vous avez la pression sociale. Alors, la pression sociale ici, là, je l'aborde dans quel contexte? Puisque lorsque nous nous engageons, moi, c'est comme ça que je vois les choses personnellement dans la passation de marché, ce qui fait aussi ma passion, et que nous devrons nous aligner sur les procédures ou bien un plan national de développement. Je me dis que nous devrions contribuer fortement au développement de nos pays. Et moi, personnellement, quand je marche dans les rues de mon pays ou de ma ville, quand je vois une route mal faite, ou bien qui, après avoir été réalisée, a des soucis, un hôpital qui, après que le chantier ait débuté, n'a jamais été achevé, moi, personnellement, j'accule toujours les spécialistes en passation de marché. Et parfois, je résume en disant que si nos pays africains ont du mal à atteindre un certain niveau, la faute, c'est pas à 100%, hein, rassurez-vous. Au moins à 80%, la faute sera balancée ou sera jetée sur les spécialistes en passation de marché, qui sont des garants de la procédure de passation de marché, puisque le développement de nos pays, en termes d'infrastructure, bien évidemment, en termes d'inclusion sociale et autres, passe principalement par les marchés publics, commandes publiques, ainsi de suite. Donc, la pression sociale, quand nous, on s'engage en tant que spécialiste en passation de marché, puisque ce que nous faisons, les acquisitions et autres, collectivités, États et opérateurs économiques, c'est pour des bénéficiaires. Donc, si à un certain moment, nous, spécialistes en passation de marché, nous ne tenons pas compte de ces valeurs ou enfin de ces contextes-là, il nous serait très difficile ou bien je ne verrais pas finalement l'importance ou voilà notre pierre que nous apportons à l'édifice dans le cadre du développement de nos pays. Imaginez-vous, avec les changements climatiques, vous êtes dans un pays où il y a eu des inondations et qu'il y a des populations qui ont été fortement impactées, qui n'ont plus, par exemple, des puits d'eau, qui n'ont plus, pour le cas des élèves des kits scolaires et autres. Alors, si vous menez une procédure de passation de marché irrégulière ou qui prend du temps, vous avez une forme de pression sociale parce que ce sont nos pères, ce sont nos frères, nos sœurs, nos parents, nos familles qui sont parfois frappés par des circonstances un peu bizarres et que dans nous, spécialistes en passation de marché, nous avons la lourde responsabilité d'essayer de mettre de l'équilibre au travers des finances publiques que nos différents pays essaient, par exemple, pour le cas des projets de développement, de, d'obtenir auprès des bailleurs afin de répondre à certaines situations. Ensuite, toujours dans le cas de la réalité du terrain, nous avons vraiment un faux dilemme qui euh, se dessine. C'est celui de la loyauté, en fait. Puisque aujourd'hui, c'est le 14 février, nous allons revenir être dans le contexte de la fête de la Saint-Valentin. Alors, ici, je me pose principalement les questions de savoir, est-ce que le SPM est loyal? Si oui, à qui devrait-il être ou à quoi devrait-il être? Est-ce que le spécialiste en passation de marché devrait-il être loyal à son chef hiérarchique, à son institution? Est-ce que c'est son ministère, son unité de gestion de projet? Devrait-il être loyal au bailleur qui a mis, pour le cas des projets, les fonds et qui a établi des règles? Devrait-il être loyal
aux procédures, si on est dans le cadre des procédures nationales. Et puis, je vais ajouter un point qui n'est pas là et qui peut être extrait de l'image que vous voyez juste à votre droite. Est-ce qu'il est loyal à lui-même ou à elle-même? Parce qu'on n'a pas que des hommes spécialistes en passation de marché. Alors, c'est le dilemme qui se dessine lorsque le SPM exerce ses fonctions. Vous avez un chef qui vient là, parfois, surtout pour les personnes qui ont été recrutées d'une façon que je refuserais d'étaler ici. Il se peut que le chef vous avait rendu service un jour et vous aviez une dette morale. Vous voyez ce que ça fait dans l'exécution de, de toutes les tâches ou dans le cas des responsabilités que spécialistes de passation de marché avons dans le cadre ou dans nos institutions. Et puis, est-ce que nous, spécialistes en passation de marché, sommes loyaux ou devons-nous être loyaux à notre institution? Parce qu'il y a des institutions qui ont des valeurs, qui ont un code éthique qu'il ne faudrait pas briser, qui ont comme impact qui se dit que oui, quand je suis dans telle institution, chez nous, on prône, par exemple, euh, la transparence. Chez nous, dans notre institution, nous prenons par exemple, l'égalité des chances, nous prenons ceci. Est-ce que le SPM devrait-il être loyal à l'institution ou encore au bailleur ou simplement aux procédures? C'est vraiment un dilemme que tout un chacun aussi devrait déjà commencer à réfléchir puisque nous sommes certainement sur le terrain dans le cadre de l'exécution de nos fonctions. Et donc, le dernier point ou le troisième dans le cadre de la réalité terrain, ici, c'est que j'aborde la question qui, à mon sens, est très fondamentale. Pourquoi donc l'indépendance paraîtrait-il un mythe au regard de toutes les questions que nous avons posées précédemment? Une fois qu'on se pose ces questions et que déjà nos consciences sont en train de donner des réponses évidentes, là, je suis dans la réalité terrain. Je ne suis plus dans le cadre normatif que j'ai abordé au début ou de façon textuelle dans nos documents, dans nos contrats, dans les procédures, on dit oui, le SPM, il est indépendant, il est le garant de la procédure, il fait ci, il fait ça. Ça, c'est le texte qui le dit, ou le code des marchés publics, ou le règlement de passation de marché qui le dit. Mais de façon pratique sur le terrain, est-ce que l'indépendance professionnelle, l'indépendance fonctionnelle que nous avions vue au début, en amont, est-ce que ça paraît pas un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Donc, pour moi, cette indépendance semble juste un mythe. Parce que le SPM, lui, il dépend administrativement d'un supérieur. C'est déjà le premier point. Et puisqu'on dépend administrativement d'un supérieur, ça veut dire que la décision finale ne nous revient toujours pas. On ne signe pas tout. Vous pouvez engager une procédure où vous avez proposé un courrier, une lettre, que sais-je, et puis celui qui doit signer, l'autorité compétente, refuse de signer. À ce moment, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez un peu ce que ça donne dans la pratique, dans la réalité terrain. Mais aussi, le SPM peut être marginalisé s'il s'oppose. On connaît nos environnements, surtout dans le contexte africain où la culture managériale dans des institutions publiques, puisque nous parlons de marché public, est très encore lié à l'Antiquité, s'il faudrait que je le qualifie de la sorte. Donc, si un SPM se met à l'opposition, essaie de s'opposer à une décision contraire à ce que prévoient les dispositions procédurales, ce dernier ou cette dernière peut se voir être marginalisé, ou encore pire, peut être remplacé, licencié, parce que vous aviez refusé, par exemple, de favoriser le parent d'un chef, de favoriser X ou pour telle ou telle autre raison, vous pourriez même être licencié. Et ça, pour défendre votre cause là, si vous n'avez pas Dieu, ayez quand même des poteaux.
Mais bref. Alors, partons de ce que nous avons vu. Moi, je pense, et j'ai dit, il me semble que l'indépendance fonctionnelle et professionnelle du SPM, du spécialiste en passation de marché, est un mythe. Et vous alors, est-ce que réellement cette indépendance est juste un mythe ou c'est une réalité? Est-ce que le SPM est vraiment indépendant ou c'est juste un mythe? Est-ce que c'est juste théorique? Pour cela, je souhaite partager avec vous ce que devrait normalement, à mon sens, être la posture professionnelle d'un SPM, puisque le SPM, il est garant de la procédure de passation de marché et de tout ce qui est vraiment lié à la passation et à l'exécution des marchés. Et le premier point ici, c'est l'indépendance qui n'est pas un statut. C'est pas quelque chose qui se dit sur papier ou qu'on vous dise que vous êtes indépendant. Non, ça ne sera jamais un statut comme par exemple le statut de coordonnateur, le statut de responsable financier, le statut etc. Pourquoi? Parce que, à mon sens, l'indépendance est d'abord psychologique. Le premier point est d'abord psychologique. Et l'indépendance ici, c'est pas question que vous avez un privilège ou un pouvoir ou une supériorité aux autres. Non, pas du tout. Mais c'est une responsabilité, excusez-moi, c'est une responsabilité plutôt technique et morale. Donc, on est indépendant logiquement de façon technique. C'est-à-dire que quand je commence, je dois faire un avis d'appel d'offres. Techniquement, si j'ai été recruté comme responsable ou spécialiste en passation de marché, je dois être bon et je ne dois pas dépendre euh, de quelque chose, en fait. De façon, là, nous sommes dans le cadre technique. C'est-à-dire que votre métier, vous le maîtrisiez. Vous n'aviez pas besoin que d'autres personnes puissent faire des comment dirais-je, puissent s'interposer ou puissent venir empiétrer à l'exécution technique de votre corps métier. Pas du tout. Et puis, c'est une question de moralité. Je le disais, je parlais de psychologie, j'ai parlé de la moralité même des spécialistes en passation de marché. Alors, cette phrase ici, c'est une interpellation, plutôt une interpellation que chaque spécialiste en passation de marché ou chaque manager devrait tenir en compte. Quand un spécialiste de passation de marché cède à quoi que ce soit, il faut noter que ce n'est pas lui seul qui va chuter ou qui chute, c'est toute l'institution qui s'expose. Qui s'expose à quoi? Qui s'expose, un, à des potentielles dépenses inéligibles, qui s'expose à quoi? Qui s'expose à des renvois, donc à un échec collectif, puisque la passation de marché est un levier fondamental dans l'exécution euh, des, des marchés publics ou des finances publiques. Donc, lorsqu'un SPM, un spécialiste en passation de marché, cède à une quelconque pression, qu'elle soit politique, hiérarchique, sociale, relationnelle, mais le risque, il est là, à 99,99% qu'il chute, puisqu'il aurait dérogé à une règle, il aurait dérogé à un principe, il aurait dérogé à des procédures, et donc, ça expose toute l'institution. Ça expose l'institution à des plaintes de la part des opérateurs économiques, ça expose l'institution, puisqu'on parle même des plaintes, ça décrédibilise l'institution. Je connais des institutions ou des projets qui ont été convoqués au niveau des tribunaux parce qu'il y a eu des cas de passation de marché où le SPM a cédé à une certaine forme de pression. Et donc, ce que devrait être normalement la posture professionnelle du SPM, le vrai rôle du SPM, c'est que le SPM, en temps normal, il est garant de la régularité juridique, puisqu'il en est
Il en connaît les procédures, tout ce qui est juridique, le code des marchés publics, les textes d'application qui vont avec et tous les principes qui ont été adoptés dans le cadre juridique. Il en est le garant. La première personne dont on regarde lorsqu'une procédure de passation de marché n'a pas été respectée, c'est le spécialiste en passation de marché. Et puis, il est le régulateur interne, au niveau interne de son institution. Il agit en conseiller stratège. C'est lui qui conseille euh, toutes les parties prenantes, que ce soit les bénéficiaires de ces marchés publics, que ce soit la coordination, son ministère. Il conseille dans le choix des méthodes, il conseille dans, dans, dans la globalité et il oriente stratégiquement la vision même que l'institution veut atteindre. Et si on est dans le cas des projets de développement, il y a fondamentalement ce qu'on appelle par la stratégie de passation de marché qui sert d'outil de travail et de base pour un spécialiste en passation de marché afin de servir de régularisation ou de régulateur, j'allais dire, au niveau interne et dans l'exécution des marchés. Et puis donc, il est un rempart contre les risques. Pourquoi les risques? Il y a plusieurs formes de risques. Il est un rempart parce que, imaginez-vous, lorsque vous faites face à des prestataires, là je prends le côté aval de l'exécution des marchés publics, vous aviez ouvert un avis appel d'offres, vous avez publié, et puis vous avez des soumissionnaires qui viennent là, en fait, qui se sont constitués en groupement ou en entreprise juste parce que le marché a été publié, le marché est à hauteur, par exemple, d'1 milliard. Dès qu'ils vont avoir le marché là, c'est fini, ces entreprises ont disparu. Ou encore, ces entreprises n'ont jamais existé, ils n'ont pas de statut juridique conforme. Donc, le SPM, le spécialiste en passation de marché, est donc le garant, il est même le rempart. En fait, il gère les risques. C'est-à-dire, lorsqu'il va élaborer ses documents de passation de marché, il va mettre des mécanismes de mitigation de risque afin d'atténuer. On dit souvent qu'il n'y a pas de risque zéro, il y a pas de risque zéro, mais au moins, le spécialiste en passation de marché au travers de la stratégie et de façon technique, au travers des procédures et autres mécanismes, peut arriver à mitiger les différents risques qui peuvent subvenir de l'environnement externe, donc politique, économique, technologique, ainsi de suite. Puisqu'il y a aussi des risques où on puisse vous livrer des produits ou des fournitures qui ne répondent pas à certaines normes de qualité. Et puis enfin, le vrai rôle, le SPM est un acteur d'éthique professionnelle. Sans l'éthique professionnelle, je ne vois pas pourquoi devrait-on être des spécialistes en passation de marché. Surtout que c'est un domaine où la fraude, la corruption est très, très, très fréquente et très élevée. Quelqu'un me disait un jour, euh, non, c'est même lors du précédent webinaire de Bass Consulting sur l'audit que nous avions suivi, présenté par un des collègues. Il disait, les spécialistes en passation de marché sont payés, sont bien rémunérés. C'est pour éviter ou pour mitiger les risques de fraude et de corruption. Voilà pourquoi on les paye du moins bien. Alors, si on n'a pas d'éthique professionnelle, si on n'est pas un acteur d'éthique professionnelle, alors la posture professionnelle du SPM serait biaisée. Et donc, on ne serait plus vraiment indépendant professionnellement. On serait dépendant soit de quoi? Soit des pots de vin, soit de quoi? Soit des manœuvres de collusion ou de corruption. Et ce n'est pas bon dans le cadre de notre métier. Alors, dit comme cela, mesdames et messieurs, j'aimerais avec vous, avant que nous nous prenions, avant que nous passions à la seconde partie de notre session de ce jour, puisque je regarde mon chrono, je suis déjà, j'ai dépassé, je pense, de quelques minutes. Je vais vous inviter à voir cette question. Excusez-moi d'être sorti du mode présentation. Je vais vous inviter à écrire dans le chat
les différentes réponses que vous avez, les oui ou les non à cette question. C'est vraiment ma question de cœur de cet après-midi en tant que spécialiste en passation de marché, puisqu'il y a un appel normalement ou une sensibilisation dans ce cadre ou dans ce contexte que j'aimerais bien partager avec tous ici. Est-ce que si vous vous mettez dans la peau d'un spécialiste en passation de marché, ou du moins si vous l'êtes, seriez-vous prête à formaliser par écrit, surtout par l'écrit, parce que le verbal, on dit souvent que les paroles sont vains, mais les écrits restent. Est-ce que vous seriez même et prêt à formaliser par écrit votre refus de déroger à une procédure quelconque de passation de marché, mais tout en sachant que cela peut vous exposer professionnellement? En attendant de recueillir vos avis, j'aimerais terminer en vous partageant une petite histoire. C'est l'histoire d'un spécialiste en passation de marché évoluant dans un projet de développement sous financement de la Banque mondiale qui avait lancé un marché d'appel d'offres et donc le montant était très, très, très élevé. Alors pendant ces commissions d'évaluation qu'il avait mis en place, le marché s'exécuta. Et comme les sous-commissions techniques d'évaluation sont très souvent indépendantes, disons indépendantes, les différents membres qui étaient dans la sous-commission technique d'analyse avaient dérogé à certains principes de passation de marché. Et donc, il y avait dans la liste des soumissionnaires un prestataire qui avait donc corrompu, par quel moyen, je l'ignore, qui avait corrompu la quasi-totalité des membres de la sous-commission technique d'analyse. Et donc, il n'y avait qu'une seule personne dans cette dite commission qui n'avait pas accepté d'être corrompu, qui avait refusé le pot de vin. Et imaginez ce qui s'est passé. Vous demandez, vous posez-vous la question. Quelques jours plus tard, pendant que le SPM était dans son bureau, il reçoit de la visite. C'est une personne qui rentre en tenue décontractée, en civil, qui cherchait à le rencontrer. Il s'est assis, il lui a bien reçu. Et dans son bureau, la personne sort une enveloppe d'un montant de 45 millions de francs CFA et dépose sur la table à gauche. Et à droite, la personne sort une arme à feu qu'elle dépose sur la table, donc le bureau du spécialiste en passation de marché, et dit ce qui suit. J'ai appris que dans la commission d'analyse, vous êtes la seule personne qui est en train de bloquer mon marché, mon dossier. Je serai attributeur de ce marché, mais toutes les personnes ont branché, ont mangé, mais il n'y a que toi qui paraît jouer au dur. Alors, je te laisse la latitude. Je t'accorde de faire un choix entre les deux choses que j'ai posées sur ton bureau. Laquelle d'entre elles tu choisis? L'enveloppe ou l'arme à feu qui est juste là à droite? Je serais content d'écouter euh, les simulations, enfin dire les réponses que vous auriez si vous étiez à la place de cette personne, mais je donnerai la suite de cette histoire juste après avoir terminé les échanges avec vous. Ceci dit, mesdames et messieurs, merci encore de votre attention. Je suis très honoré encore de partager avec vous sur cette thématique qui, pour moi, n'est qu'introductive, prélude à des prochaines sessions autour du même sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, consultant. Indépendance d'un spécialiste en passation des marchés, mythe ou réalité. Nous venons d'en apprendre un peu. Un développement que le consultant a bien voulu terminer par cette anecdote, une anecdote à laquelle il invite justement
les participants à répondre. Pendant que justement vous êtes en train de préparer les questions à poser, je vous invite, ça va se faire simultanément, je vous invite à donner donc des réponses à la question et qui reste encore estampillée au fond de l'écran. Est-ce l'enveloppe ou l'arme? On termine bien par une question philosophique. Ne vous en faites pas. Toutes les questions que vous allez poser, des questions de compréhension, seront enregistrées. L'un ne freine pas l'autre, pas du tout. Pas du tout. Déjà, dans le chat, nous lisons, je n'ai pas l'identifiant, ou du moins ce que j'ai comme identifiant ici est, est celui du terminal de connexion Samsung SM. Je peux écrire s'il le faut parce que ma liberté n'a pas de prix. Un avis motivé fera l'affaire. Ah, consultant, voilà donc une réponse. Ça, ce n'est pas une question, c'est une réponse à l'interrogation qui a terminé votre développement. Je peux écrire s'il le faut parce que ma liberté n'a pas de prix. C'est un avis un avis motivé fera l'affaire. D'accord? C'est noté. Une autre note dans le chat, celle de M. Lévy Malonga Mpassi. Sa réponse est oui, je pourrais le formaliser car cela dépendait de mon intégrité. Hein? Je continue toujours. Une réponse à présent, celle de Emmanuel Ebe Oluwadara. Sa réponse est moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois avec ampliation. Ah, en voilà qui, qui a des expériences et qui partage bien avec nous. C'est intéressant par ici. Je l'ai notifié tout à l'heure. Aussi bien les questions d'approfondissement liées au développement fait par le consultant que la réponse par laquelle le développement a pris fin. Tous les deux sont attendus dans le chat. Nous avons ici le message de Berthé qui dit oui, je pourrais écrire car j'en gagne plus que j'en perds en écrivant pour indiquer mon refus. Merci. Avis noté. À M. Emmanuel, qui a dit plus haut que oui, lui, il l'a déjà fait plusieurs fois avec ampliation. Il revient en précisant que oui, il est vrai que ça m'a exposé, mais en même temps, ouvert d'autres portes. Ah, on a parlé des portes de l'honnêteté, du SPM. Ça se retrouve bien dans le développement fait en liminaire par le consultant. Monsieur Guidi Kawale Lazare, sa réponse est ceci. Absolument. En tant que spécialiste des marchés publics, formaliser un refus de déroger aux procédures n'est pas seulement une option, c'est un devoir déontologique et une protection juridique. Le consultant, vous suivez très bien, vous lisez avec moi ces réponses. Merci, monsieur Bien Olivier évidemment. Lazare. Merci. La réponse de Zaïdou Souley Makada, il est clair en disant ceci. Je préfère mourir avec dignité, être chassé la tête haute, que d'accepter de mener les restants ou le restant de ma vie avec des sentiments de regret. Mmh. Merci.
L'identifiant Asus, ici on n'a pas son nom, Asus qui écrit ceci. Oui, je pourrais le formaliser. Je pense que cela devrait être obligatoire. Ça fait un paquet de réponses qui vont dans, dans un sens qui est en train de peser bien dans un sens, consultant. Bien évidemment. Ouais. Monsieur Donald, votre avis, sa réponse est ceci. Écrire est la meilleure option. Cela vous permet de rester conforme à votre intégrité professionnelle. Merci, monsieur Savi. Zanga Yakuba Sanogo, monsieur Zanga, qui écrit, en pensant que cela pourrait constituer une preuve de mon intégrité, oui. Il répond donc oui, il faut écrire. D'accord. L'identifiant Samsung SM, je ferai bien un écrit pour formaliser, étant donné que je suis le garant de la procédure. Sinon, ce serait paradoxal de ne pas le faire. OK, OK. Merci. Samsung SM. Un autre identifiant. Vous permettez, hein, quand vous ne le nommez pas, permettez de vous distinguer ou de vous identifier par un autre Samsung SM qui écrit ceci. Je choisirai l'arme car je préfère mourir en restant professionnel et intègre que de prendre le risque de ternir à jamais mon image. Mhm. Merci. Berthe qui revient. Berthe, pour ce qui est de l'arme et l'enveloppe, je prends l'enveloppe sans utiliser, juste pour sans utiliser. OK, c'est-à-dire sans utiliser l'enveloppe. Mhm. Juste pour sauver ma vie. Et après, je vais rendre compte à l'institution pour me faire sécuriser. Mhm. Merci beaucoup. Monsieur Emmanuel revient. Emmanuel Ebe Oluwadara, il ajoute ceci. Par ailleurs, pour le consultant, 45 millions ne peut pas rester dans une enveloppe, sauf si c'est un chèque au porteur. Ok, monsieur Emmanuel parle ici de la forme, c'est ça. D'accord. Il a quand même ouvert une brèche en disant, sauf si c'est un chèque au porteur. D'accord, Oui. cela reste sans commentaire. Cela reste sans commentaire. Ah oui, il revient en disant, c'est pour le taquiner un peu, hein. Belle présentation sur le sujet. Mhm. Merci, monsieur Emmanuel. Vous étiez là depuis le début. Pas aux premières minutes, mais vous avez suivi de bout en bout. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très passionnant de lire toutes ces réponses qui, comme vous disiez, monsieur Ali, vont déjà d'un côté qui pèse sur le oui formel de tout un chacun. Bien. Il y en a d'autres qui y arrivent. Et donc, c'est très intéressant, c'est très passionnant. On va voir les réponses à cette question que j'avais préparée et puis la question fondamentale qui doit suivre les différentes réponses qui sont données dans le groupe. Très bien, très bien. Et voilà donc Monsieur Martial Tchéoubi. En tant que collaborateur, je priorise la conformité et l'éthique. Si une procédure est en place, je la respecte. Si je suis en désaccord, je documente mes objections et en discute avec ma hiérarchie. Si le risque est avéré, je formalise mon refus par écrit en expliquant mes raisons. C'est une question d'intégrité professionnelle. C'est ça, intégrité professionnelle. Merci, Monsieur Martial. Merci. Monsieur Tamboué. Monsieur Tamboué, bonsoir, merci. Sa réponse est oui, mais de façon cadrée. Il s'explique en disant refus motivé par écrit, appuyé par le texte applicable, avec traçabilité des échanges. OK. Avec traçabilité des échanges qu'il aurait eu avec. OK, je comprends.
Cette traçabilité qui, je suppose, Monsieur Tamboué, peut être un, un support audio des échanges ou encore peut-être un écrit de vos échanges. C'est clair. Il répond oui, mais de façon cadrée. D'accord, c'est noté. Mhm. Le chat est encore Alors, ouvert. Il est encore ouvert. Oui, OK. consultant, allez-y. Non, puisque le chat est ouvert, en attendant que les autres ne donnent leur avis aussi, on va peut-être avancer aussi Très bien. pour Oui. voir les différentes options. Alors, je vais revenir sur ma présentation, je vais défiler, et puis après, voilà. Il y avait deux réponses que j'avais anticipées. Celle du non, bien évidemment, pour la catégorie des personnes qui auraient dit non. Et puisque la Oui. balance est en train de peser pour les réponses positives, donc les oui. Et donc, si la réponse pour la plupart des participants est donc oui, je pense que maintenant, et vous seriez d'accord avec moi, que le problème deviendrait ou deviendra ou devient, permettez que je choisisse ces temps de conjugaison institutionnels alors. Et du coup, on se pose une question. Est-ce que le système dans lequel nous nous trouvons, système institutionnel et tout, protège-t-il réellement ceux qui respectent la règle ou les règles? On va pas se voiler le visage. On est dans les marchés publics. Nous ne sommes pas peut-être en entreprise où on va parler à achat, à des faibles montants, ainsi de suite. Nous sommes dans des contextes où, quand vous dérogez la règle, il n'y a pas, je ne sais pas dans d'autres pays, mais il n'y a pas des mécanismes institutionnels. Nous avions bien évidemment des instruments de répression, de fraude, ainsi de suite, mais qui, à mon sens, ne jouent pas leur rôle. Mais est-ce qu'il y a un système de protection? Quand je parle de protection, heureux, comme disaient quelques intervenants, quelques participants plutôt dans le chat, après avoir dit non formellement et documenté par écrit, ils ont eu l'opportunité ou l'occasion d'avoir euh, d'autres emplois, parfois meilleurs. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Vous imaginez un père de famille ou une mère de famille qui a un revenu mensuel dans le contexte, on est dans le contexte africain, chers participants, se retrouve à dire non, c'est-à-dire que la procédure, elle est là. Et puis, si vous êtes dans un projet de gouvernance, je prends des projets de développement, vous avez un Premier ministre, je me rappelle, dans un pays X, un Premier ministre voulait lancer l'enrôlement de la population, l'enrôlement biométrique au travers des numéros d'identification unique. Il avait besoin des appareils d'empreintes digitales. Et donc, lui, il a fait sa planification parce que la planification des institutions politiques ou de la gouvernance politique de nos États est parfois pas alignée à la planification que les spécialistes en passation de marché font de façon annuelle et opérationnelle dans leur unité d'exécution. Si vous, spécialistes, vous avez planifié votre marché en utilisant des principes ou des règles de Pareto, selon l'importance et le montant, le coût du marché, mais vous avez par exemple un faible marché ou que sais-je qui se retrouve que vous avez planifié au dernier trimestre de l'année. Et on est en février, nous sommes le 14 aujourd'hui, un Premier ministre qui vous dit que moi, je dois lancer officiellement, par exemple, telle procédure d'identification. Nous sommes au 14, je prends 6 jours, le 20 février. Je donne un exemple comme ça. Imaginez-vous ce que ça fait, cette pression-là. Et vous voir en train de dire non. Déjà, qui dit, par exemple, Premier ministre, ça veut dire que même de façon hiérarchique, votre chef direct est soumis à cette pression. Et là où la question que nous nous posons maintenant, là, on laisse vraiment le sujet ouvert. La réflexion à tous, surtout nous, acteurs qui sont dans la commande publique, dans les marchés publics, lorsque nous disons non, c'est-à-dire notre réponse est oui par rapport à la question posée qui était affirmative en nous disant si nous acceptons de formaliser par écrit notre refus de déroger à une règle, mais est-ce que nous sommes protégés? On a parfois des spécialistes en passation de marché qui se retrouvent avec des menaces
social. Vous avez une personne qui vous menace dans la rue, une personne qui vous appelle. Moi, je suis jeune, je suis très jeune. Permettez que je dise comme ça, que je fasse un peu l'éloge de mon âge. Je suis très jeune. Je me rappelle quand j'ai débuté dans les marchés publics dans un projet de développement, à peine commencé le même jour même, le premier jour que j'ai pris fonction, là, hors de certificat de prise de service, à 21 heures du même jour, j'ai mon téléphone qui a sonné de toutes les manières, avec des pressions, mais vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas d'idée, en fait. Vous imaginez un peu. Et parfois, vous pouvez vous retrouver dans les rues, surtout si la sécurité n'est pas euh, très au point, à des réalités ou être confronté à des réalités bizarres. Donc, étant donné que les réponses dans le chat ont beaucoup plus penché sur le oui, que nous acceptons de façon formelle, hein, à mettre sur écrit notre refus de déroger, et pour ceux qui voudront démissionner, ils l'ont dit dans le chat, mais posons-nous maintenant cette question, et les réponses ou la réflexion que nous faisons autour de cette question va certainement nous pousser à fédérer, certainement dans nos différents pays ou nos différentes communautés autour des marchés publics, à chercher à trouver des solutions qui pourraient emmener à la protection des individus, parce que notre vie professionnelle est aussi liée à notre vie privée, notre vie sociale, familiale. Et il faudrait que nous puissions commencer à réfléchir, à comprendre euh, que oui, lorsqu'on se proclame être indépendant techniquement, mais il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans des situations de non-retour, des situations regrettables à la vie, des situations qui causeraient préjudice à nous-mêmes, mais aussi à nos proches. Donc voilà, je vais un peu cacher, vous laisser certainement euh, sur la soif de ne pas savoir ce que j'ai vu, si les réponses étaient majoritairement non. Alors, dit comme cela, je conclus en disant ce qui suit, avant que nous prenions des questions dans le chat et autres. L'indépendance du spécialiste en passation de marché, c'est mon avis que je partage, est proclamée par le droit. À ce jour, dans le contexte africain, moi je retiens que notre indépendance fonctionnelle et professionnelle est proclamée par le droit, que ce soit dans les procédures des bailleurs de fonds, que ce soit dans les codes des marchés publics dans nos différents pays. C'est écrit, c'est proclamé. Mais dans la pratique, c'est une autre réalité. C'est vraiment négocié, quoi. Je ne pense pas que de façon pratique et sur le terrain, que nous, spécialistes en passation de marché, nous soyons vraiment indépendants. Si vous n'entendez plus ma voix, c'est que je vous remercie et j'en ai terminé. Consultant, merci pour cette belle conclusion. Et cette conclusion relance ou s'allie très bien dans le sens de la question qu'a laissée M. Maouton Simonda dans le forum, dans le chat ici. Il écrit sur ce panel, tout le monde dirait non. Mais dans la pratique et en toute conscience, dans ce bureau, tête à tête, est-ce que ce serait réellement le cas pour tout un chacun d'entre nous? C'est cette question, votre question, Monsieur Maouton Chimonda, qui, vous constatez, s'aligne bien avec à la conclusion qu'a faite tout à l'heure le consultant. Et l'intervention de Madame Françoise Zorancon. Je félicite le consultant pour la qualité de sa présentation. Ma préoccupation est relative à l'indépendance fonctionnelle. N'est-elle pas mitigée? Ok, elle parle de l'indépendance fonctionnelle du SPM, n'est-elle pas mitigée? Elle poursuit en disant, à quel niveau prendrez-vous en compte le budget, le PTA, la qualité des TDR, les coûts budgétisés qui proviennent d'autres directions et qui peuvent influencer négativement la performance du SPM? D'accord? Mhm. Et, madame, il y a l'intervention de M. Amandou Kontao.
Bonsoir, merci pour cette belle initiative. Merci aussi, Monsieur Amadou Basse Consulting, votre cabinet, votre partenaire. Il est là pour vous depuis plusieurs années. Chers consultants, ces deux dernières interventions, celle de Monsieur Maouton Simon et Madame Françoise, vous placez un petit mot? Nous sommes bel et bien déjà dans la Oui, phase question-réponse. oui, C'est pas bien quoi? évidemment. Je vais placer Oui. quelques petits mots. Je commence par les préoccupations de Madame Françoise, si je prononce bien euh, son nom. Alors, sur la question, je commence par la dernière où elle s'interroge, à quel niveau prendrez-vous en compte le budget, le PTBA ou le PTA, le plan de travail annuel, la qualité des termes de référence, les coûts budgétisés qui proviennent d'autres directions et qui peuvent influencer négativement la performance du SPM. J'ai personnellement euh, souvent dit que la passation de marché, dont nous sommes principalement des spécialistes, en temps normal, ne commence pas par les spécialistes que nous sommes. Elle commence par soit les bénéficiaires ou les spécialistes techniques qui, eux, font soit les termes de référence, soit les spécifications techniques en fonction des besoins. Donc, la passation de marché part du besoin, de l'identification du besoin, ou parfois le spécialiste en passation de marché n'est même pas. Si on est dans le cas d'un ministère, je donner un exemple d'une primature d'un pays qui avait besoin des appareils d'enrôlement pour les numéros d'identification unique de sa population. Le besoin, c'est pas le spécialiste qui, en passation de marché en soi, qui l'aurait exprimé en amont. Non. C'est un bénéficiaire, une structure décentralisée qui est là. Mais lorsque, dans le cadre de l'exécution d'un budget, on est d'accord que annuellement ou en fin d'année, il y a un budget qui est voté, que ce soit dans le cas des ministères, si vous êtes en cellule de passation de marché au sein d'un ministère, ou si vous êtes dans une unité de gestion de projet, dans le cas des projets de développement. Chaque fin d'année, il y a un budget ou un plan de travail budgétisé annuel qui est adopté, voté en comité de pilotage ou par une assemblée, je ne sais pas, ça dépend de la structure institutionnelle du pays. Et quand il est adopté, de ce plan de travail, le spécialiste en passation de marché fait ce qui suit. Il passe à la planification. Donc, il extrait de toutes les activités, parce qu'il y a des activités qui certainement ne feront pas objet de passation de marché. Ça dépend de ce qui a été mis dans le plan de travail, puisqu'on parle de plan de travail là-dedans. Et donc, le spécialiste en passation de marché, lui, il extrait de ce plan de travail les activités faisant objet de la passation de marché. Une fois qu'il aurait fini d'extraire, il passe à la planification. J'ai pris un exemple quand je terminais ma présentation. J'ai parlé par exemple de la loi de Pareto, qui est très simple. Par exemple, j'ai 20% de mes activités inscrites dans le plan de travail vont me générer 80% de décaissement. C'est-à-dire que moi, je vais focaliser mon énergie à planifier, c'est-à-dire à exécuter ou à passer les marchés. Donc, les 20% du budget annuel euh, vont donc impacter sur les 80%, vont produire 80% des résultats. C'est une stratégie de planification, par exemple. Donc, le spécialiste en passation de marché peut dire que moi, il y a 10 activités pour cette année, mais pour ce premier trimestre, je ne planifie que 4 pour ce premier trimestre. Alors, l'activité qu'un ministère ou une tierce partie pourrait mettre pression se retrouverait dans la planification du SPM peut-être au troisième trimestre de l'année ou au quatrième trimestre. Et puisque nous sommes au premier trimestre, le bénéficiaire il arrive, non, parce que la planification là, vous voyez, ça peut arriver qu'il y ait des changements. L'environnement, il est très versatile. On est dans un environnement, surtout africain, qu'on appelle VUCA, volatile et qui est incertain et tout. Donc, il peut arriver qu'il y ait un événement ou une activité qui puisse ramener l'activité du bénéficiaire planifiée au troisième trimestre au premier trimestre et dans des délais très impartis. À ce moment, le SPM se retrouve face à un dilemme, à une pression. Et parfois, on vous dit que nous en avons besoin, le président de la République va atterrir, nous, on doit avoir ça.
Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je comprends la préoccupation de Madame, excusez-moi, Madame Françoise. À quel niveau on prend en compte le budget? J'ai dit, je pense avoir éclairci dessus et la qualité des termes de référence. Vous êtes d'accord avec moi que le spécialiste en passation de marché n'a pas de prérogative la rédaction des termes de référence? Non, je ne pense pas. Plutôt, le bénéficiaire, bon, les spécialistes peuvent accompagner et appuyer dans la rédaction ou l'élaboration, mais le bénéficiaire ou le spécialiste technicien du domaine est chargé de rédiger les termes de référence qui serviront, pour le cas des services de consultants, puisqu'on parle de termes de référence, à recruter un prestataire ou à mener l'activité. Ou si ce sont des spécifications techniques, moi, par exemple, si je suis là, on me demande de passer un marché, d'acquérir les produits de santé. Moi, je ne suis pas technicien en la matière, même si je l'étais, mais dans le cadre de l'exercice de ma fonction de passation de marché, mes termes de référence ne m'autorisent pas de rédiger et d'élaborer ces termes de référence, mais plutôt euh, le maillon que nous constituons, la chaîne de l'équipe projet ou de l'équipe au sein du ministère qui devront travailler en étroite collaboration pour que cette procédure aboutisse. Alors, sur la préoccupation relative à l'indépendance fonctionnelle, où Madame Françoise s'interroge si elle n'est pas donc mitigée. Je suis d'accord avec vous que vous interrogez dans ce sens si cette indépendance fonctionnelle serait mitigée. Oui, je vous réponds de facto oui, puisque l'indépendance fonctionnelle dont j'ai parlé de façon théorique, puisque nous étions dans le premier point, porte principalement sur la préparation de dossiers de passation de marché, sur le fait que le SPM devrait veiller à la conformité selon les procédures juridiques. Alors, cette indépendance fonctionnelle serait mitigée à quel moment ou dans quel contexte? Imaginez-vous, vous êtes en train de préparer un dossier de passation de marché. Moi, personnellement, je l'ai rencontré. J'ai planifié un marché où les bénéficiaires ont dit, bon, nous avons besoin de ça. Enfin, l'activité est là inscrite dans le plan de travail annuel. Et puis après, moi, j'ai planifié le marché. Au moment venu, personne n'arrive à me fournir les spécifications techniques. Vous voyez. Et là, où je devrais évoluer dans la rédaction de mon dossier d'appel d'offres, de façon indépendante, bien évidemment, je me retrouve face à une contrainte qui m'oblige ou qui commence à empiétrer sur ma performance. J'aurai un retard dans ma planification. Ça veut dire que ces techniciens, moi, je vis une situation comme ça où ça fait peut-être 3 mois, j'ai trouvé la situation, mais ça fait peut-être 4 mois. Personne n'arrive à fournir les spécifications techniques pour un marché que les bénéficiaires eux-mêmes, ils ont demandé. Vous voyez, vous comprenez par là, Madame Françoise, que l'indépendance fonctionnelle deviendra mitigée. Et je suis d'accord avec vous sur ce fait. Espérons donc avoir répondu à votre préoccupation, Madame Françoise. Monsieur Ali, voilà, pour ma part. Merci. Merci, consultant. Madame Françoise qui écrit ceci, j'ai l'impression que ma préoccupation n'est pas comprise. J'ai bien précisé que ces informations proviennent d'autres directions. Mais quand un retard s'observe dans la disponibilité de ces outils ou quand la qualité de certaines informations laisse à désirer. À Madame Françoise, je crois bien que ce message a été laissé par vous pendant que nous étions en plein courant d'explication de la question précédemment posée. Et je crois que le consultant aurait surfé sur votre inquiétude proprement dite. Réécrivez-nous dans le cas si. Ok, ok. Très bien, elle confirme. Merci beaucoup. Il y a deux autres interventions. La première, celle de M. Abdoulaye Eno du Cameroun. Lui, il fait un apport, ce n'est pas une question. Il dit ceci, l'indépendance du SPM reste un sujet délicat, mais la force du SPM pourrait être renforcée par la mise en place d'un statut du SPM et un ordre des SPM. Ceci dit, le SPM aura, d'une manière ou d'une autre, des voies de recours
avec l'accompagnement de ses pairs. D'accord? C'est bien noté. Merci pour la contribution. Monsieur Abdoulaye, En tout cas, une très belle merci. contribution que je salue. Merci, Monsieur Abdoulaye. Et que à la fin de ma présentation, j'ai même invité, au regard de la question posée à la fin, j'ai même invité les spécialistes à se constituer dans ce même sens-là. Merci encore. Très bien. Monsieur Zaïdou Foulé Makada, il revient en disant, j'ai une question à l'endroit de mes 2 maîtres en tant que pratiquant et connaissant la réalité du terrain. Les 2 maîtres, c'est tellement le consultant et moi, le modérateur. Je resterai dans la peau de modérateur et je vais laisser le consultant. Donc, la question adressée au consultant, elle est celle-ci. Quelles sont les pistes de solutions que vous pourriez proposer dans le cadre légal et institutionnel pour que l'indépendance du SPM soit une réalité? Oui, bon, une partie de la question est déjà répondue, je crois, mais je vais quand même laisser le consultant y aller. Oui, vous l'aviez dit, monsieur, mon très cher, et merci à monsieur, ou je ne sais pas si c'est madame Zaïdou pour la question. Et je pense que Bien sûr. une partie de la réponse a été donnée. Et je pense que je vais vraiment m'appesantir sur ça très succinctement. La piste de solution que je pourrais proposer et que un des participants a aussi proposé, monsieur Abdoul, c'est pas, enfin, moi personnellement, si je donne un avis, je trouve et je pense humblement qu'il serait insuffisant. Il peut être pertinent, mais je répète qu'il serait insuffisant. Ce qu'il y a à faire, c'est de mettre en place, comme a proposé M. Abdoul, un statut du SPM. Et donc, je disais qu'il y ait dans nos différentes nations, nos pays, surtout africains, des ordres des SPM. Nous avons des ordres des experts comptables qui existent. Nous avons des ordres, et les experts comptables sont indépendants, hein. Je ne sais pas si vous avez d'autres objections sur la question ou enfin sur, sur cela. Les experts comptables, moi, à ma connaissance, sont indépendants. Ils ont constitué un ordre. Les ingénieurs architectes dans mon pays aussi, ils sont indépendants, ils ont un ordre. Mais par contre, ce qui me faisait mal et qui me fait mal, quand je vois mon pays, on n'a même pas un ordre, même pas une association comme telle, ou que, je sais pas, peu importe la forme que nous pouvons donner à cela, en ce qui concerne les SPM et leur métier. J'ai essayé un peu de regarder en Afrique centrale, j'ai pas encore vu. Mais si on se constitue en une équipe solide, en un ordre de spécialistes en passation de marché, par exemple, ou de la commande publique, comme dit souvent M. Akibou, bien que absent, il est mieux peut-être de parler de commande publique que de passation de marché seulement qui serait limitatif. Si on se constitue en un ordre, ou encore si on organisait de façon annuelle sur toute l'Afrique un forum, je dis n'importe quoi, je pense que c'est une initiative que nous prenons ici au Congo, un forum annuel sur la commande publique, forum annuel et africain sur la commande publique, le FACOP. Ce sera un cadre idéal et d'échange où, avec la diversité des retours d'expérience et des réalités dans les différents pays, on peut constituer quelque chose de concret, élaborer quelque chose de concret en ce qui concerne le statut vraiment du SPM et qui puisse contribuer à ce que l'indépendance des spécialistes en passation de marché soit vraiment une réalité. Dans un pays tiers, j'oublie le nom, est-ce que c'est la Roumanie, l'Albanie, mais j'oublie vraiment le pays. Récemment, vous êtes certainement informé qu'il y a maintenant une ministre intelligence artificielle chargée des marchés publics. À ce moment, est-ce que vous pensez que cette intelligence artificielle serait dépendante d'une certaine personne ou des formes de pression? Pas du tout. C'est une solution, par exemple, dans ce pays qu'ils ont eu à trouver, à réfléchir ensemble. Ils ont mis en place pour éviter certaines formes de pression ou de dépendance et donc d'empiétrer à l'exécution des marchés publics qui représentent à plus de 23% les PIB de nos différents pays.
Donc voilà, je pense que seul un cadre de réflexion avec un partage de connaissances très, très, très sérieux qui pourrait faire inviter les parties prenantes et peut-être les bailleurs mis en place pourrait permettre à, à faire en sorte que notre métier ou la fonction de SPM soit vraiment indépendant. Espérons avoir répondu à la préoccupation de notre très cher participant. Pour ma part, c'est bon, j'en ai terminé. Merci. Et quand je fais le point, il n'y a plus de messages dans le chat. Il y a eu deux types d'interventions par ici, des réponses aux questions ou à la question venue comme un petit exercice du consultant. Et la deuxième série de questions, c'est des interrogations de la part des participants. Consultant, nous sommes à Oui, 17h37 GMT. C'est déjà oui. le moment pour moi de vous dire merci. Merci également à tous les participants. Samedi, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, célébration d'une fête sur le plan international. Ce n'est pas évident non plus. À travers la thématique indépendance d'un SPM, mythe ou réalité, nous étions en compagnie du consultant M. Dorel Loemba. Avec lui, dans sa présentation, il s'est revêtu de, ou s'est penché sur trois notions clés dans son discours, dans sa présentation, j'allais dire. Ce que dit la théorie, ce que montre la pratique et ce que devrait être la posture professionnelle. Il a terminé par une question à laquelle vous avez été très interactif, ce qui a permis de nourrir davantage la discussion. Merci pour cela. Des questions dans la deuxième partie dans la seconde partie de cette séance d'échange nous ont permis vraiment et nous donnent l'assurance que la thématique a été épluchée. Les débats ne finiront pas. Cette thématique continue et continuera toujours de faire couler aussi bien beaucoup d'encre que de salive. Basse Consulting, votre cabinet partenaire, ne manquera pas d'ouvrir cette brèche, cette occasion-là où des discussions pourront se faire là-dessus. Déjà, cela se fait d'une façon ou d'une autre, au détour des différentes formations, soient-elles en ligne ou en présentiel. Retrouvez-nous sur www.basse Consulting. Sur notre site, vous avez la possibilité de checker tous les différents compartiments et voir tout ce que le cabinet prépare pour ce premier trimestre de l'année qui est en train de finir, nos prochaines formations et toutes les innovations qui sont prévues pour 2026. Merci de rester toujours connecté à votre partenaire Basse Consulting que nous sommes. Merci une fois encore. Je vais terminer en partageant avec vous. Saint-Exupéry a dit ceci, je cite, il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Fin de citation. Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. C'est par cette citation de Saint-Exupéry que je voudrais bien fermer la session de cet après-midi. Cette salle virtuelle a accueilli entre-temps des participants nourris par l'envie d'apprendre, de connaître. Et sur ce chemin d'apprendre, de l'apprentissage et de la connaissance, nous allons tous y être. Restez avec nous pour d'autres échéances, d'autres webinaires encore plus riches qui vont davantage nous emballer dans ce qui nous unit tous. Merci infiniment et très bonne soirée chez vous. Merci, merci à tout le monde. Merci et à bientôt.